Et donc pour vous parler de méthodes statistiques pour l'exploration et l'intégration de données omiques. On va voir un petit peu ce qui se cache derrière ce titre-là. Alors avant ça, je vais juste me présenter rapidement. Alors voilà, me présenter rapidement, il y a cette citation que j'avais trouvée dans un polar que j'ai lu il y a quelques temps. Le polar, c'est Le Carré de la Vengeance de Peter Asp. Donc il y a une histoire de kidnapping dans l'affaire et puis les kidnappeurs envoient une demande de rançon et là on fait appel à un profiler. Et le profiler, donc son rapport, c'est selon le profil que j'ai établi en me basant sur les deux fax, le plus vieux des ravisseurs est très certainement universitaire. Il doit être ingénieur ou mathématicien et je ne serais pas étonné si on me disait que c'est un statisticien ou un spécialiste du calcul des probabilités. Quand j'ai lu ça, je me suis inquiété parce que j'étais très haut dans la liste des suspects. Je travaille à l'université Paul Sabatier, à l'Institut de mathématiques, dans une équipe qui vient de changer de nom, mais qui s'appelait Statistique et probabilité. Juste pour vous dire que c'était un petit peu chaud pour moi à ce moment-là. Mais bon, c'est bon. J'étais innocent, il n'y a pas eu de souci particulier. Avant d'arriver sur ce poste qui m'a valu des ennuis avec la justice, voilà, mon CV, mon parcours depuis le bac en 1993. Ça commence à dater un petit peu. Le bac, il s'appelait pas S, il s'appelait C. Voilà, je l'ai obtenu avec mention assez bien, grâce à l'option latin, c'est véridique, hein, je vous l'assure. Bon voilà, juste un petit message que ok, je suis arrivé après un doctorat, mais j'étais pas premier de la classe en terminale, donc ça peut permettre aussi de laisser quelques perspectives. Après une première année à l'université, je suis allé dans ce qui s'appelait, là aussi ça n'existe plus sous ce nom-là, Institut universitaire professionnalisé. Ça s'appelait mathématiques industrielles. Moi, c'est le truc qui m'a plu dans cette formation-là. Mathématiques, c'est des formules, c'est abstrait, on ne comprend pas grand-chose à ce à quoi ça pourrait servir. Et industriel, c'est au contraire, on va fabriquer des choses dans des usines. Et je trouvais que l'association des deux m'a fait dire, tiens, que les maths pourraient être utiles à quelque chose. Et c'est finalement dans cette voie-là que je me suis spécialisé dans le métier de l'ingénierie mathématique. J'ai poursuivi ensuite par ce qui s'appelait un DEA, diplôme d'études approfondies, ça aussi, ça a changé de nom, master de recherche. Ensuite, doctorat, et puis plus récemment, j'ai passé l'habilitation à diriger les recherches. Voilà un petit peu pour mon profil. J'en vais maintenant au contenu de ma présentation. Alors, contenu de ma présentation, alors au lieu d'appeler ça agenda, maintenant je crois qu'il y a des mots qui sont un peu plus punchy, j'appelle ça spoiler alert. Voilà, donc je vous dévoile un petit peu ce qui va suivre. Donc ce qui va suivre, donc première chose, voilà, je suppose que vous avez tous déjà entendu parler d'ACP, analyse en composantes principales. Alors on va peut-être faire un sondage à main levée qui n'a jamais entendu parler d'ACP. Très bien, au moins une personne, voilà. Donc tous les autres, vous risquez de vous ennuyer un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai amené quelques petites touches personnelles, on va dire, on me dirait si vous adhérez à la présentation ou pas. Donc une fois qu'on sera tous au point sur l'ACP, on va aborder des problèmes un peu plus génériques, mais qui finalement vont se traiter un peu dans la même veine que l'ACP. Et enfin, donc Xavier, dans l'introduction, a évoqué le package Mixomix. Je montrerai quelques exemples de traitement de données avec ces méthodes plus complexes que l'ACP, qui permettent de répondre à des vraies questions biologiques. Alors, l'intégration de données, on peut en trouver plein de définitions. Il y en a une que j'aime bien, qui est celle-ci, qui est dans un article qui date de 2012. Donc l'intégration de données peut être définie comme le processus de combinaison de données résidant dans des sources diverses pour fournir à l'utilisateur une vue globale des données. Alors ce qui était vrai en 2012 et qui l'est toujours, c'est qu'il n'y a pas d'approche universelle pour l'intégration de données et que beaucoup de techniques sont encore en cours d'évolution. On est toujours dans cette idée. Alors voilà un petit peu une vue schématique de ce que l'on peut faire quand on a plusieurs paquets de données. Alors pour les repères, quand c'est en bleu, ce sont des données numériques, c'est rempli de chiffres, et quand c'est orange, ce sont des variables type facteurs, des variables catégorielles ou qualitatives. Donc là, j'ai mis des exemples sur un jeu de données que l'on reverra par la suite. Face à des données structurées ainsi, avec des échantillons biologiques en ligne et en colonne, tout un tas de variables que vous pouvez acquérir sur ces échantillons biologiques. Donc des paquets de omiques, transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques, ce que vous voulez. Bon,
Bon, la phase univariée, bivariée, ben, concrètement, je prends une seule colonne, je calcule des indicateurs statistiques, moyenne, médiane, variance, écart-type, etc., etc. Avec deux variables, puis si ce sont deux variables quantitatives, je peux calculer des covariances, des corrélations, Pearson, Spearman, tout un tas de choses comme celle-là. Si je prends une qualitative, ça peut m'orienter vers des tests statistiques, type ANOVA ou autre. Et ensuite, quand on va s'attaquer à un tableau en entier, sans le découper en une colonne ou deux colonnes, ben on rentre dans le monde du multivarié. Dans le monde du multivarié, ben là on va s'intéresser à deux aspects particuliers, qui sont le côté non supervisé et le côté supervisé. Supervisé, vous notez que c'est la présence d'un petit bâton orange qui permet de dire qu'on est en supervisé ou pas. Donc l'ACP, on s'attaque à un tableau de données, et dès que l'on a plus d'un tableau de données, ben on passe dans des méthodes ici qu'on va appeler d'intégration, où on va analyser simultanément plusieurs tableaux de données. Le package Mixomix que j'ai contribué à développer se positionne dans ce monde multivarié. Alors l'histoire autour de Mixomix, alors elle a commencé, ça commence à dater là aussi, autour de deux thèses qui ont été préparées et soutenues par Ignacio González et Kimán Lecao. Donc ils avaient travaillé justement à partir de questions posées par des biologistes sur des méthodes d'intégration, d'analyse simultanée de deux tableaux de données. Avec la contrainte qui a été notamment impulsée par les données omiques, qui sont qu'on a généralement beaucoup plus de variables que d'observations, ce qui en statistique ne nous met pas très à l'aise. Donc les observations, ce sont vos échantillons biologiques. Les variables, ce sont le nombre de transcrits, par exemple, dont vous mesurez l'expression. Alors, suite à ces travaux de thèse, donc Kimán Lecao s'est expatrié en Australie pour un postdoc. C'était en 2008, elle y est toujours, donc ça lui a plu. Mais on est quand même resté en contact et on a continué le développement de ce package que l'on avait construit initialement autour de ces deux thèses d'Ignacio et Kimán. Donc la première diffusion date de 2009. A priori, je me dis qu'il doit me manquer un petit bout de la slide, juste pour vous dire qu'on a passé le package sous le dépôt Bioconductor en 2018 et qu'en 2017-2018, on était au-delà de 25 000 téléchargements par an. Voilà un petit peu les ordres de grandeur sur ce package. Alors les prérequis pour ce que je vais vous raconter, bon si a priori tout le monde, sauf une personne, a déjà entendu parler de l'ACP, les prérequis qui sont là doivent vous être familiers. Je les rappelle quand même rapidement. Première chose, une variance. Variance, c'est un indicateur de dispersion. Plus des observations sont resserrées, plus la variance est petite. Plus les observations sont écartées, plus la variance est grande. Une covariance. Une covariance, c'est est-ce que des choses varient en même temps? Quand une variable augmente, est-ce que l'autre augmente? Là, on peut avoir des covariances positives, des covariances négatives. Quand une variable augmente, l'autre diminue. Ou des liaisons où on n'a pas de lien entre deux variables. Donc, covariance plutôt. La corrélation, bon, on peut voir ça comme une version standardisée de la variance qui va prendre des valeurs entre -1 et 1. Un aspect là lié à l'algèbre linéaire, c'est qu'est-ce qu'une combinaison linéaire? Combinaison linéaire, bon là je prends un exemple avec deux petits vecteurs en orange là, donc j'ai certaines valeurs, je veux les combiner linéairement, ça veut dire que je vais multiplier chaque variable par un coefficient et je vais ajouter tout ça. Voilà, et une combinaison linéaire, c'est aussi ce genre de choses. J'ai quelques blagues assez pourries tout le long du truc, c'est parce qu'à 9 h du matin, s'il n'y a pas quelques blagues pourries, je me demande si tout le monde dort ou pas. Donc voilà. Donc la première, c'est celle-là. La combinaison linéaire, donc, n'est pas cette tenue intégrale à règle. Okay. Donc combinaison linéaire, on est là. Donc on va aller regarder ce qui se cache derrière ces trois lettres magiques qui, pour le statisticien, comme je dis parfois, je suis face à un tableau de données, je fais une ACP et après je discute. Voilà. Vous savez, les cow-boys, ils tiraient, ils posaient les questions après. C'est un peu pareil. Je fais d'abord une ACP et après on voit ce qu'on peut faire avec. Alors une ACP, bon, tout le monde sait ce que c'est. On va quand même regarder ce que ça donne sur un petit jeu de données, tranquille, comme ça. 20 individus, 5 variables. 5 variables qui sont des mensurations. Alors, tour d'épaule, tour de poitrine, tour de taille, masse, celle-là en kilogrammes, et taille en centimètres.
comme ça, si on se dit, voyons, ce jeu de données-là, est-ce que je suis capable d'identifier des profils d'individus, vous voyez, des gabarits peu atypiques, vous voyez que c'est pas évident. En regardant le jeu de données comme ça, c'est pas évident. Et là, on n'est pas dans le big data. D'accord? On est 20 lignes, 5 colonnes, mais extraire des informations comme ça, interpréter un peu ces données, c'est pas évident juste en regardant les chiffres. Donc l'ACP va nous permettre de faire un dessin de ces données. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on peut passer par les analyses univariées et bivariées. Donc je calcule des moyennes, des médianes par colonne. Le point sur lequel ici j'attire votre attention, c'est sur cette matrice de covariance. Donc une matrice de covariance, on calcule les covariances entre toutes les paires de variables. Et on calcule aussi, donc sur la diagonale de cette matrice, on retrouve la variance. Et quand on ajoute ces termes diagonaux, on a cette valeur là de 351,9 qui en soi ne nous dit pas grand-chose, mais finalement, ça nous dit que c'est la quantité d'informations contenues dans nos données. Voilà, c'est un indicateur chiffré de la quantité d'informations qui est contenue dans nos données. Alors, voilà, là c'est le petit moment où je ne vais pas regretter d'être filmé, mais je vais assumer jusqu'au bout quand même. Pour vous illustrer le principe de l'ACP, là, on va se positionner dans ce cube. Dans ce cube, on retrouve le tour d'épaule, le tour de taille et le tour de poitrine. Et on va regarder comment se positionnent quelques individus un peu atypiques. Comme celui-ci, vous le mettriez où dans ce cube? Vous pouvez faire les gestes, j'interpréterai. Au niveau tour d'épaule, tour de poitrine, c'est assez gaillard quand même. Hein, c'est assez gaulé. Et tour de taille, bon voilà, on est un petit peu en V, donc je sais pas, si on le positionne dans ce coin-là, ça vous va? Vous trouvez ça raisonnable? Ouais. Non, non, c'était bon. Deuxième personnage, vous connaissez Jessica Rabbit, la femme de Roger Rabbit, qui voluptueusement va se positionner dans ce coin-là pour des raisons évidentes. On poursuit. J'en ai encore deux autres en réserve. Homer Simpson, on le met où? Ouais, je veux quelques gestes à peu près. Bon, voilà, il abuse un petit peu des donuts et de la bière, dont j'ai oublié la marque, Duff peut-être. Voilà, donc plutôt vers le bas, il a le format un peu culbuto. Et je vous en propose un dernier, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Non? Imbattable, vous ne connaissez pas? Ok, on va le revoir un peu plus tard. Ok, bon, alors là on est face à des individus très atypiques. Ok? Alors, avec plein de guillemets, si on s'intéresse à des individus normaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on peut supposer que des gabarits vont s'étaler finalement de en bas à gauche et devant à en haut à droite et au fond. Vous voyez, c'est-à-dire en gros que on va avoir des gabarits comme ça, c'est-à-dire qu'on a un petit tour d'épaule, petit tour de taille et donc petit tour de poitrine, à un gabarit comme celui-là, qui a ces trois variables élevées. Donc l'idée, vous voyez, finalement, si on évacue nos individus très atypiques de tout à l'heure, on voit bien qu'on ne va pas remplir le cube. Donc si on ne remplit pas le cube, à quoi ça sert d'avoir trois dimensions? Vous voyez, ben, la CP, en fait, elle nous dit ça. Hop là, pardon. Surpris. Oh, tu calmes. On l'a refait. La CP, elle nous dit, bah écoute, au lieu de te promener dans un cube à trois dimensions, bah, tu vas prendre juste une seule direction qui est la diagonale de ce cube, et tu vas projeter tous tes points dessus. Ben finalement, on voit que la position des points projetés sur cette droite rouge, elle n'est pas complètement différente de la position des points positionnés dans tout le cube. Donc au lieu de se promener dans un espace à trois dimensions, on peut se ramener à un espace à une dimension en essayant de perdre le moins d'informations possible. Alors pourquoi on a choisi cette direction-là? Pourquoi l'ACP va nous donner cette direction-là et pas une autre diagonale du cube? Parce que sur l'autre diagonale, quand on va projeter les points, ils vont être tout resserrés. Or l'ACP, elle va choisir une direction selon laquelle les points s'étalent le plus. Donc ont la plus grande variance. Voilà ce que nous propose l'ACP. Alors juste au cas où l'idée n'était pas suffisamment
entrée, voilà. C'est est-ce que vous emballeriez une canne à pêche dans un carton de forme cubique? C'est bientôt la Saint-Valentin, si vous voulez vous offrir des cannes à pêche. À mon avis, si la canne à pêche mesure 2 mètres de long, vous n'allez pas prendre un cube qui va faire, alors pas 2 mètres, parce que Pythagore, tout ça, la diagonale, mais d'accord? A priori, un tube suffira pour emballer une canne à pêche. Surtout si vous mettez le moulinet à part. Ok? Voilà. Ben, la CP, ce qu'elle va nous faire, c'est ça. Bon, elle nous fait quand même des tas de chiffres, hein, parce que la canne à pêche, tout ça, Homer Simpson et compagnie, sympathique, mais la CP, ça reste quand même une méthode qui est basée sur des maths, sur de l'algèbre linéaire. Et donc, tout l'objectif de la CP, c'est de calculer ce qu'on retrouve là-haut, là. Cette matrice-là. Cette matrice qui contient les coefficients des combinaisons linéaires qui permettent de calculer ces fameuses composantes principales. On voit par exemple ici que la composante principale 1, elle est calculée comme 0,45 fois tour d'épaule, plus 0,32 fois tour de poitrine, plus 0,34 fois tour de taille, 0,54 fois la masse, 0,54 fois la taille. Voilà le premier résultat brut de la CP. Ces coefficients-là, quand je les applique à mes données, préalablement centrées, je vais obtenir, donc ce tableau-là, sont les coordonnées des individus, projetées sur mes composantes principales. Et donc l'ACP, ce qu'elle nous garantit, c'est que la variance de ces valeurs, là, de la première colonne, ici qui vaut 255,7, c'est la plus grande variance possible que l'on peut obtenir par projection des individus de notre étude sur une dimension calculée comme combinaison linéaire des variables initiales. Les autres composantes principales sont calculées de telle sorte, toujours d'avoir une variance maximale, mais dans des espaces qui à chaque fois sont orthogonaux. Voilà le principe de l'ACP. Et donc ce que j'ai mis sur fond jaune, c'est en général ce que l'on va utiliser pour faire des représentations graphiques. L'ACP, si vous avez 5 variables initiales, vous aurez 5 composantes principales. Et là, la réduction de dimension, elle n'est pas flagrante, passer de 5 à 5. Sauf que l'ACP nous garantit qu'elle a réorganisé de façon optimale les données sur les composantes principales pour que la plus grande partie possible de l'information soit rassemblée sur les 2 premières composantes, par exemple. Donc avec ces choses-là, on peut faire ce genre de représentation graphique. Alors ce que vous voyez en gris en dessous sont les commandes Mixomix qui permettent d'obtenir ces graphiques. Donc plotvar pour la représentation des variables, plotindiv pour la représentation des individus. Il y a plusieurs types de représentation de variables. Ici on a celle qui est dans le cercle des corrélations, où pour représenter une variable, on calcule sa corrélation avec les composantes principales. Et on arrive comme ça à tracer un petit tableau de nos données. Alors là, c'est peut-être pas la façon la plus facile à interpréter. Alors notez le petit donut d'Homer Simpson, c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que pour interpréter les variables, on va s'intéresser à ce qui se passe ici dans cette couronne-là. C'est-à-dire plus on est proche du grand cercle, mieux c'est. Plus on est proche du centre, moins c'est intéressant. Et donc voilà ce que donne l'ACP sur notre jeu de données de mensuration, avec le profil moyen que l'on va retrouver à l'origine du repère. Et ensuite, donc tous les individus vont se positionner. Alors j'en ai mis en évidence quelques-uns qui sont un petit peu particuliers. L'individu I2 ici, c'est pas qu'il est très moche, mais c'est qu'il a un profil qui ressemble beaucoup au profil moyen. I7, dans cette direction-là, vous voyez qu'il est sûrement l'individu qui a la masse la plus élevée. I3, l'individu qui est parti du centre dans la direction pointée par la variable 8, est l'individu le plus grand de la série. Et comme ça, on voit qu'on a fait finalement une photographie de nos données qu'on peut maintenant interpréter de façon beaucoup plus naturelle que si on s'était contenté de regarder seulement nos chiffres dans le blanc des yeux pendant quelques minutes. Ça va? La CP, tout va bien? Ok, maintenant on est tous au point. Ça va? Parfait. Des problèmes plus compliqués. Eh bien, les problèmes plus compliqués, c'est pareil. Voilà des problèmes plus compliqués.
À gauche, on a toujours l'ACP où je viens de vous convaincre, si vous ne l'étiez déjà, que l'ACP, elle cherche des composantes en maximisant un critère de variance. Vous voyez, on a choisi la droite selon lesquelles les points se projetaient avec la plus grande variance possible. OK. Ben, si on passe en mode supervisé, DA, c'est pour Discriminant Analysis, donc une analyse discriminante, c'est-à-dire que j'ai basculé en mode supervisé. Je vais toujours chercher à calculer des composantes, sauf que là, je change de critère. C'est plus la variance, c'est une covariance entre combinaison linéaire des variables en X et un petit bricolage sur la variable catégorielle Y. Je passe quelques trucs sous silence quand même. Ici, si je m'intéresse à l'intégration de deux tableaux, ben, je vais regarder selon les méthodes, soit la méthode analyse des corrélations canoniques, CCA, soit la méthode PLS. Alors PLS, il y a deux déclinaisons de l'acronyme, Projection to Latent Structure ou Partial Least Square. Je préfère la première, projection sur structure latente. Ça garde l'idée de projection sur des variables, des composantes que l'on calcule. Donc là-dessus, l'idée, je calcule des combinaisons linéaires dans chacun de mes paquets et je cherche à maximiser soit une corrélation, soit une covariance selon la méthode. Mais en soi, mathématiquement, on est sur le même problème. Mais quand on est en multibloc, il n'y a pas de souci particulier, qu'on soit en supervisé ou en non supervisé, la présence d'un petit bâton orange d'après ma déclinaison du début, c'est juste le critère qui va se complexifier un petit peu. Donc là, on va tenir compte de la maximisation des covariances entre des combinaisons linéaires prises dans chaque paquet 2 à 2. Et on peut pondérer ces covariances pour favoriser certains liens entre des paquets de variables, etc., etc. On peut complexifier la chose. Mais en soi, si vous avez saisi le principe de l'ACP, qui est je calcule des composantes pour maximiser une variance, des méthodes plus complexes se déclinent exactement de la même façon. Il suffit juste de changer le critère à optimiser. Voilà. Donc les fonctions qui permettent de mettre en œuvre ces choses-là dans Mixomix, vous les avez là. Donc l'ACP, si vous n'avez besoin de faire qu'une ACP, ne chargez pas Mixomix. Hein. Vous avez des packages qui font ça très bien dans R. Factominer est excellent pour ça. Vous avez une fonction prcomp dans R qui vous fait des ACP. Mixomix n'est pas là que pour l'ACP. Mais on l'a ajouté pour justement donner cette vue un peu intégrée de toutes ces méthodes multivariées qui permettent de gérer l'exploration et l'intégration de données. Et donc, comme je vous dis que ces choses-là sont basées sur les mêmes objets finalement mathématiques, tout ça, vous l'amenez de la même façon dans du plot endiv et du plot var. Voilà. Et à chaque fois, chacune de ces méthodes vous amènera de la représentation des individus, de la représentation des variables. Alors un aspect important qui justement a amené des développements méthodologiques en statistique, mais notamment poussé par des questions en biologie, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous êtes face à des données transcriptomiques par exemple, alors on va dire quelques dizaines d'échantillons biologiques, quelques milliers, voire dizaines de milliers de variables correspondant à des transcrits. Face à ça, on est un petit peu embêté et on aime ce qui a conduit au développement de ces méthodes dites sparses ou parcimonieuses. Ce sont des méthodes qui vont nous permettre de sélectionner des variables les plus intéressantes. Les variables les plus intéressantes. Le principe est très simple. Le principe consiste à forcer certains coefficients de combinaison linéaire à s'annuler. D'accord ? Si vous faites une méthode classique, vous allez obtenir autant de coefficients de combinaison linéaire que vous avez de variables. En utilisant une méthode sparse, vous forcez certains coefficients à s'annuler. Et si une variable est affectée d'un coefficient nul, c'est comme si elle n'intervenait plus dans les résultats. Et donc, elle n'apparaît pas dans les représentations graphiques. Et donc, ça simplifie à la fois la lisibilité des graphiques et l'interprétation biologique que vous pouvez en faire. Donc, cette méthode sparse est aussi une méthode générique. Donc, elle se décline sur une sparse ACP, sparse PLS, sparse PLSDA, etc., etc. Alors, il y a un autre volet de l'intégration qui a été développé dans Mixomix et ailleurs aussi, c'est l'intégration dite verticale. Où là, on n'a pas des échantillons biologiques que l'on observe avec différentes technologies, mais c'est un ensemble de variables, un ensemble de transcrits
mais dont vous mesurez l'expression dans différentes conditions, dans différentes plateformes. L'idée de cette démarche-là consiste à intégrer finalement des études indépendantes. Et donc pour voir un petit peu, je crois que c'est exprimé en ces termes-là, pour avoir une conclusion qui ne dépend pas d'une seule expérience, mais de gagner en robustesse par rapport. Il reste 5 minutes. Merci. Voilà. Alors assurez-vous, il me reste, là j'en suis à la page 20 sur 35, mais le reste sont des exemples, ça va aller un petit peu plus vite. Donc pas de panique. Les exemples. Alors voilà, les exemples. Alors ce jeu de données-là, vous le retrouvez dans Mixomix. Si vous le chargez, vous avez des jeux de données qui viennent avec, vous aurez ce genre de choses. 63 observations correspondant à 63 sujets, expression de plus de 2300 gènes, et une classe, donc une variable catégorielle. Donc là, typiquement, on est dans un cadre où on peut aller vers une méthode supervisée. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, face à un tableau de chiffres, je démarre par une ACP. Je ne tiens pas compte de ma variable et je regarde ce que j'observe. Au niveau de la représentation des variables, ok, j'ai bien mes 2300 gènes là-dedans. J'y vois pas grand-chose, mais bon, voilà. D'où l'intérêt des méthodes sparses qu'on va voir un petit peu après. Du côté des individus, alors l'ACP, elle ne sait pas, quand elle a fait les calculs, qu'il y avait une variable catégorielle, mais je me suis servi de cette information juste pour colorier mes points une fois projetés. Et là, je vois que j'ai pas mes groupes comme j'aurais pu espérer les voir. C'est pas grave, ça veut dire que la plus grande source de variabilité dans mes données n'est pas due à mes groupes. Ok. Qu'à cela ne tienne, je passe en mode supervisé. Donc je fais ici une PLS DA. Là maintenant, j'ai demandé à la méthode de me séparer au mieux mes groupes. Elle le fait. Tout va bien. Sauf que là, je suis toujours embêté avec mes 2300 gènes. J'aimerais bien voir si je pouvais obtenir une classification aussi bonne avec moins de gènes. Et j'obtiens ça. Donc là, au lieu d'avoir 2300 et quelques gènes, j'en ai plus qu'une dizaine. Mais là, je suis un peu embêté. Je suis pas très content parce que je vois deux paquets qui se superposent. Et là, on va retrouver notre super-héros. Imbattable, le seul vrai super-héros de la bande dessinée. Je vous laisse les références si ça vous intéresse. Voilà, ce super-héros, donc lui, son super-pouvoir, c'est de pouvoir passer d'une vignette à l'autre, en fait. C'est pour ça que c'est le vrai super-héros de la bande dessinée. Et un jour, il se retrouve confronté à cet individu-là. On pense qu'il est méchant au début. Après, il devient gentil. Bon, je vous spoil un peu les choses. Il s'appelle 2D Boy. 2D comme 2D, et donc il se surnomme le Boy XY qui se rit du Z. Et donc, regardez son super pouvoir à lui. Vous voyez, il n'y a pas de perspective pour lui. Il vit qu'en 2 dimensions. Donc, vous voyez, l'arbre qu'on pense être loin, lui, il arrive à l'arracher comme ça. Vous voyez, c'est comme si on se projetait tous sur le plan du tableau et je me retrouvais à côté de personnes qui sont finalement en face de moi et relativement loin. Alors, pourquoi je vous parle de ça? D'une part, pour vous maintenir éveillé, je vous l'avais dit. D'autre part, pour ça. Mes deux groupes qui apparaissaient superposés ici, il suffit que je regarde mon problème en 3 dimensions pour voir qu'en fait, ils sont bien séparés. Et ça, cette représentation, vous l'obtenez avec un plot indiv style égale 3D. Alors, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus, juste pour attirer votre attention sur, ici, la représentation des variables. Vous voyez que là, je n'ai plus les 2000 et quelques gènes représentés, j'en ai plus qu'une petite dizaine ou une vingtaine. Et qu'il y a d'autres représentations graphiques. La représentation graphique des coefficients de combinaison linéaire. Donc ces coefficients de combinaison linéaire, on voit que sur la première composante, 1, on a des barres vertes, ce qui correspond ici à la classe verte que l'on retrouve à droite de la représentation des individus. Si on regarde la composante 2, on a essentiellement du gris en bas et du rose un peu vers le haut. Et la composante 3, comme on l'a identifié, permet de séparer, comme on l'a vu tout à l'heure en 3D, le paquet jaune du paquet rose. Donc voilà un petit peu les outils qui vont nous permettre de mieux comprendre nos données.
Donc je vais voilà, juste illustrer sur encore un autre jeu de données, dit NutriMouse, que vous retrouvez aussi dans Mixomix. 40 souris de 2 génotypes différents qui ont suivi 5 régimes alimentaires différents, chez qui on a mesuré la concentration de 21 acides gras hépatiques et l'expression de 120 gènes au niveau du foie. Ben là, voilà, donc là je fais comme si je n'avais pas de variable qualitative et je fais une méthode PLS pour avoir une représentation graphique à la fois de mes individus sur le premier plan PLS et de l'ensemble de mes variables. Vous voyez, on est comme sur une ACP, sauf que là on a des variables qui viennent de 2 sources différentes. En bleu, les 21 acides gras, en orange, les 120 gènes. Pareil, là je pourrais mettre en œuvre une méthode sparse pour avoir moins de gènes. Et tout ça, voilà, encore une fois, c'est mise en œuvre de la méthode, plot var, plot endiv. Et là, l'idée, c'est que ça a mis en évidence les relations qui peuvent exister entre les gènes et les lipides. Un dernier exemple rapidement, donc c'est le projet Wallomic. Donc la personne qui va me succéder ici, c'est son travail, Harold Duruflé, voilà, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus. Alors, il ne va pas parler de ce projet-là, mais d'un autre. Juste attirer votre attention sur le fait que pour 30 échantillons biologiques, on avait 4 blocs de données quantitatives et 2 variables qualitatives, écotype et température. Donc face à ces données-là, on est passé bien sûr par les ACP de chaque bloc, par des PLSDA pour chaque bloc et chaque facteur. Et le but ultime, c'était bien sûr de faire de l'intégration multi-bloc. Et là, l'idée, c'était de faire donc bloc SPLSDA, donc bloc parce qu'on a plus de 2 paquets, S pour le sparse, on veut sélectionner, PLS, bon, c'est la méthode, et DA pour analyse discriminante. Donc là, on avait mis dans la méthode, en s'intéressant au facteur écotype, on avait mis nos 4 blocs de données. Là, on a des représentations graphiques des individus. Je passe les détails, mais on a 4 blocs de données, donc on obtient 4 représentations graphiques. Et là, bon, par exemple, on peut voir que c'est sur le bloc transcriptomique que la discrimination des différents écotypes est la meilleure. Voilà. Je ne rentre pas du tout dans les détails de l'interprétation de ces graphiques-là. C'est quelque chose qui demande énormément de boulot, mais j'attire juste votre attention sur le fait que mener une analyse intégrative avec 4 blocs de données, sur 30 échantillons et plusieurs centaines ou milliers de variables, on a des outils pour le faire. Là, je vous montre que des représentations des individus, mais je sais qu'Harold a des superbes représentations de variables après sur un autre projet. Vous verrez ça, vous en profiterez un maximum. Je poursuis donc avec le message à emporter à la maison. Alors, l'idée, pour comprendre ces méthodes, pour voir ce qu'elles peuvent vous apporter, il faut pratiquer sur vos données. C'est ça vraiment qui va vous donner le feeling avec ces méthodes-là. Deuxième élément clé, c'est pas parce qu'il y a une méthode intégrative qui existe et qu'on a des données intégrées qu'il faut tout de suite attaquer par ça. Je vous disais tout à l'heure, on fait une ACP sur chaque bloc, on fait des blocs 2 à 2, on fait des PLSDA, on fait tout ça et après on aborde l'aspect intégratif complet. C'est bien aussi de formuler clairement des questions. Je veux intégrer des données, c'est pas une question précise. Je veux intégrer des données, on ne sait pas, il y a plein de méthodes qui vont être mises en œuvre. L'autre point important, clairement identifier, est-ce qu'on met en œuvre une méthode supervisée ou une méthode non supervisée. Il y a notamment un point qu'on retrouve assez fréquemment, vous savez, l'ACP sur SRBCT. On fait l'ACP et on ne voit pas nos 4 groupes là, de tout à l'heure. Et là, parfois, j'ai entendu ah ouais, mais l'ACP c'est nul, je ne vois pas mes groupes. L'ACP, elle fait une photo de nos données. Donc si la photo ne nous plaît pas, c'est peut-être pas la faute de l'appareil. D'accord ? Il faut peut-être repenser à nos données. Et donc ça, clairement identifier le fait que voilà, j'applique une méthode qui est supervisée ou pas. Et confondre les deux, voilà, ça peut nous mettre en colère. Les développements autour de Mixomix, il y a des choses qui sont en cours en ce moment autour des méthodes à noyau. Alors ces méthodes à noyau, leur intérêt, c'est ce genre de choses. Les données biologiques, elles n'arrivent pas toujours sous la forme d'un tableau rempli de chiffres. Des fois, elles se présentent sous la forme de réseaux. Réseaux d'interaction, protéines, ce genre de choses. Ne me demandez pas ce que c'est, vous savez mieux que moi ce genre de choses, mais voilà. Les données se présentent sous forme de réseaux. Les données peuvent se présenter sous la forme d'un arbre phylogénétique. Ça, c'est pas des tableaux de chiffres.
Ben, le petit truc des méthodes à noyau, c'est que même en venant de sources hétérogènes comme celle-là, on va arriver à faire des choses pour les ramener dans un espace commun de représentation et pour les regarder simultanément. Donc voilà des choses qui sont en train d'être développées. Voilà, et pour finir, donc autour de Mixomix, donc comme je vous le disais, ma collègue Kimane Lekao, qui est partie en Australie depuis un certain temps, y est toujours. C'est elle qui mène le projet Mixomix. Il y a un tutoriel en ligne à mixomix.org, une adresse de contact, une newsletter. Et voilà un petit peu un certain nombre de personnes qui contribuent de près, de loin à cette aventure-là et dont je suis ravi de faire partie. Voilà, je vous remercie. Sébastien pour ce très intéressant exposé. Je donne la parole maintenant si vous avez des questions. On va pouvoir vous porter des micros. Soyez pas timide. Oui, mes blagues, c'était aussi pour vous mettre à l'aise, pour montrer que les bêtises, c'est moi qui en raconte le plus. Donc si vous avez une question, même si vous n'osez pas trop, allez-y. Bonjour, merci pour le talk, j'adore l'humour, comme ça détend un peu sur les stats. J'avais une question sur, mais vous avez, enfin à moins que j'ai raté le coche, mais vous n'avez pas expliqué les méthodes sparse, comment elles fonctionnaient exactement. Alors, je commence par te rassurer, tu n'as rien raté. Non, je ne l'ai pas expliqué. Je ne l'ai pas expliqué, j'ai dit le principe, c'est effectivement de forcer des coefficients à s'annuler. Mathématiquement, ça veut dire qu'au lieu de maximiser les critères dont je parlais, type variance ou autre, on va pénaliser ce critère-là et on va y ajouter une contrainte sur la norme des coefficients. Donc typiquement, les mots-clés, c'est lasso, une pénalité lasso de norme L1, qui va forcer les coefficients à s'annuler. Voilà. En gros, ça va coûter cher chaque fois qu'on aura un coefficient à cause de cette pénalité-là, et donc on aura tout intérêt à assurer le compromis entre ok, je maximise mon critère, mais si j'ai trop de coefficients dedans, je suis pénalisé. Donc j'enlève des coefficients, même si je dégrade un peu mon critère. Donc pénalité lasso, c'est la réponse à la question. Bonjour, merci pour le talk qui était très bien. Je voulais juste vous poser une petite question sur le temps de calcul que ça peut prendre, parce que avec le big data de génomique, de transcriptomique, de tout ça, on peut quand même s'attendre à des temps de calcul qui peuvent monter très haut, et en particulier si on commence à appliquer des méthodes sparses, des choses comme ça, où on commence à devoir pré-processer les données un petit peu avant de travailler dessus. Alors on peut s'attendre à quel genre de temps de calcul pour des gros jeux de données comme ça? Alors, moi j'ai traité des jeux de données, on va dire de l'ordre de quelques dizaines de lignes d'observation et quelques milliers, voire dizaines de milliers de transcrits par exemple. J'ai jamais eu des temps de calcul qui dépassaient l'ordre de grandeur de quelques minutes. Voilà, même sur les méthodes sparses. Il y a les variantes où quand il n'y a pas de méthode sparse, c'est de l'algèbre linéaire, donc c'est des choses qui sont très vite. Enfin, il n'y a aucun problème avec nos outils de calcul actuels. Même quand on passe sur les méthodes PLS, c'est des démarches plus algorithmiques que mathématiques, c'est des choses qui marchent très vite. Enfin, sur un PC, même portable comme ça, moi, j'ai jamais eu des temps de calcul qui dépassaient quelques minutes. Donc, il n'y a pas de souci particulier de ce point de vue. Bonjour, merci encore pour la vulgarisation statistique de l'ACP. J'ai une question, vous avez beaucoup parlé d'expression, de données d'expression. Qu'en est-il de données de type VCF, de type de génotypage? Est-ce qu'on peut les rentrer dans le package ou est-ce qu'il y a un espèce de pont, une passerelle pour les transformer en numérique? Surtout quand c'est des SNP où il n'y a que 3 profils. Voilà, alors si je disais que je m'attendais pas à la question, je mentirais un petit peu, parce que c'est souvent ça qui vient. Justement, moi personnellement, je n'en ai jamais traité, des données de ce type notamment. Chez Kimane, c'est des trucs sur lesquels elle réfléchit, elle a des données parfois. La façon de faire,
qui mérite d'être tenté, c'est ok, je prends mes données, je les mets, je les traite comme un tableau numérique. On sait qu'on triche un peu, ça vaut quand même le coup d'essayer. Tout comme on triche un peu, vous voyez la petite astuce pour les méthodes supervisées, en fait, au lieu d'avoir une variable catégorielle, si j'ai une variable catégorielle à 3 modalités, je vais convertir ça à un tableau qui a 3 lignes, qui a 3 colonnes, pardon, avec des 1 et des 0. C'est la matrice indicatrice de ma variable catégorielle. Et donc, on va mettre une matrice de 1 et de 0 pour une méthode PLS. Pour une méthode PLSDA, je me retrouve avec une méthode PLS avec une matrice remplie de 1 et de 0 d'un côté. Et je me dis du coup que voilà, pour des données type SNP, on peut aller utiliser aussi ce genre de choses. Mais là, j'ai pas de pratique directe là-dessus. Mais c'est un petit contournement en fait pour pouvoir quand même faire tourner, mais voilà. J'ai pas l'expérience pour en parler avec les mains dedans. Oui, du coup, est-ce que vous intégrez l'ACM, l'analyse factorielle des correspondances et l'analyse des correspondances multiples qui permettrait de traiter des données catégorielles dans vos, donc d'adapter les SNP à votre. Oui. Alors, non, ça fait pas partie de la boîte à outils, on va dire, mais voilà, effectivement, c'est l'autre démarche. Regarder l'ACM, voir si la sparse ACM peut être mise en œuvre à profit aussi, voilà. Je sais qu'il y a des développements autour de la sparse ACM. Là, voilà, j'ai pas moi-même mis les mains dans ce genre de méthode, donc contente juste d'évoquer que ça existe. Les développements, ouais. Disons que là, les développements, on s'y intéresse quand la question biologique nous est posée. Pour le moment, on n'a pas eu ça en contact direct, ce genre de questions-là. Mais voilà, je sais qu'elle est dans l'air du temps. Pour le moment, voilà, c'est pas dans les préoccupations actuelles prioritaires de développer des méthodes pour ça, mais voilà, on sait que la question existe, on sait qu'elle est dans l'air du temps, mais si on a des collaborateurs proches qui nous amènent vraiment le sujet en nous disant bon ben là faut avancer là-dessus, on s'y penchera, mais pour le moment ça en est là.